BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonjour à tous, on est ensemble pendant une heure exceptionnelle, le grand oral de l'économie. BFM Business est associé pour l'occasion avec le Cercle des économistes. Comment redresser la France? L'idée, c'est de passer au crible les programmes économiques de candidats aux primaires des Républicains. Quelles sont leurs propositions? Sont-elles crédibles? Et puis surtout, on parlera de méthode, comment faire accepter aux Français la potion amère, parfois très amère, de ces candidats. Notre premier invité pour ce grand oral, c'est justement celui qui veut supprimer le grand taux de l'ENA, puisqu'il veut supprimer l'école dont il est issu. C'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de passer ce grand oral de l'économie devant nous et avec le Cercle des économistes dont nous avons l'onction avec son président Jean-Hervé Larenzi. Jean-Hervé Larenzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous allez nous dire ce que vous pensez du programme économique de Bruno Le Maire et à vos côtés aussi Olivier Babot, membre du Cercle des économistes et porte-parole de la Fondation Concorde. Bonjour. Bonjour. Professeur Olivier Babot. Et Patrick Coquidé, éditorialiste de BFM Business qui connaît très bien tout ce qui touche aux dépenses publiques. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu de méthode, puisqu'on parle de méthode. On va parler de votre programme, quel impact il peut avoir, notamment avec des chiffres qu'a publié ce matin l'Observatoire de BFM Business, dirigé par Emmanuel de Chypre. Jean-Hervé Larenzi nous donnera un peu comment il perçoit justement votre cadrage, votre programme économique. Et après, on parlera... Un premier chapitre, on parlera des comptes publics. Ensuite, on parlera de croissance, de fiscalité, de déficit public. Et puis, un point très important dans votre programme, on parlera d'emploi et d'éducation. Bruno Le Maire, est-ce qu'il fallait vraiment 1012 pages, désormais numérotées, pour avoir un programme pour redresser la France? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un président de la République? C'est indispensable pour avoir un projet crédible. Vous savez, cette façon que l'on a depuis des années d'avoir des candidats à la présidentielle qui vous promettent monts et merveilles. On va arriver à l'équilibre des comptes publics. On va inverser la courbe du chômage. On va créer des emplois. On va aller chercher la croissance avec les dents. Puis le résultat, il est là. 6 millions de chômeurs. Une croissance qui est faible et des déficits publics qui continuent de se creuser. Cette méthode est morte. J'en propose une autre, totalement différente, qui est de dire voilà exactement ce que je ferai. Voilà combien ça coûte, voilà comment je le finance, voilà comment je le ferai pour que ça puisse marcher. Cette méthode et ce contrat présidentiel, c'est un gage de crédibilité pour les Français. Mais contrat présidentiel, est-ce qu'il peut le faire autant de pages? Est-ce que les Français sont amènes de recevoir, je veux dire, un tel programme? Je crois que c'est justement tout l'intérêt d'une émission comme celle-là, c'est d'expliquer que derrière, il y a une vision. La vision de ma société, de la société que nous voulons porter avec tous ceux qui me soutiennent, elle est très simple. Un travail pour tous. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est l'objectif que nous n'avons pas atteint depuis 30 ans parce que nous n'avons pas pris les mesures nécessaires contre le chômage. Parce que nous n'avons pas tout fait contre le chômage, parce que nous n'avons pas voulu toucher à notre système de formation, toucher à notre système éducatif, toucher à notre système social. En gros, on est resté les deux pieds dans le même sabot. Eh bien, il faut que ça change, et le cap de ces 1001 pages, c'est un travail pour tous. Parce que je considère qu'on est fier quand on est un travail. On est toujours plus fier quand on vit de son travail plutôt que des aides sociales. Ça, c'est clair, surtout on voit l'impact sur la société française de ce chômage massif. Jean-Hervé Larenzi, vous avez aussi lu, décrypté. Juste un avis d'abord un peu global sur le programme de Bruno Le Maire avant de rentrer dans le détail. Alors peut-être juste une question de méthode. Évidemment, je ne juge pas, je veux pas rentrer dans un débat de nature politique. Je regarde juste comme un économiste ce que et comme un macroéconomiste ce que Bruno Le Maire nous propose. D'abord, je trouve que c'est un bon boulot. S'il fallait donner une note, puisque je suis prof, je mettrais quand même une note de sérieux et de cohérence dans l'ensemble, qui est très, j'allais dire, serait une bonne note. Après, le sujet est difficile. Et Bruno Le Maire vient de le dire, l'objectif c'est d'arriver à un emploi pour tous. Je trouve que c'est un très bel objectif. Après, on est d'accord, pas d'accord sur les méthodes, etc. Mais on va rentrer dans les détails. Mais le fond du sujet, c'est que la ligne directrice, j'ai essayé de la résumer en 3 mots, qui sont au fond la modernisation des marchés, donc le marché du travail, le marché du financement, donc ce qu'on peut appeler la modernisation, la formation, l'éducation, la connaissance,
qui est très important. Ça, c'est je dirais, l'aspect qui le différencie le plus des autres. Et puis, peut-être l'idée qu'il est très intéressé par la technologie, et notamment la technologie du nucléaire, etc. Mais j'ai noté qu'on en parlerait après. Ma question est la suivante. Alors maintenant, j'ai dit travail très sérieux, copie bien rédigée, un peu longue, c'est un peu long, mais sur le fond, 2 questions. Moi, je me dis, ce qui m'a énervé chez nos politiques divers et variés, c'est que ils ont beaucoup de mal à définir une trajectoire. Une trajectoire, parce qu'on sait bien que si au début, vous savez ce qu'on appelle la courbe en J, on dépense plus ou on dépense moins. Enfin, selon, voilà, quelle est la trajectoire et comment est-ce qu'on va se débrouiller? Je me mets à votre place pour passer la première année. Premier aspect. Deuxième aspect, ce qui manque, ce qui permettrait de d'augmenter un peu la note, c'est quand même l'environnement international on vient de voir les chiffres de l'OMC, on a dit c'est les plus mauvais chiffres depuis la crise. C'est pas les plus mauvais chiffres depuis la crise, c'est les plus mauvais chiffres depuis 30 ans. C'est hallucinant la baisse du commerce international. Donc on est dans une conjoncture mondiale très très compliquée et la France est évidemment partie prenante de cette opération. Enfin, deux questions. De démondialisation. Oui. La trajectoire et l'impact international. Vous aurez l'occasion de répondre parce que sur la trajectoire, on va peut-être rentrer du reste. Oui, je veux juste faire une remarque sur parce qu'il y a un point très juste dans tout ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi, c'est que ce qui distingue ce contrat présidentiel, c'est la précision, la rigueur des chiffres. Aucun autre candidat à la primaire n'a pris autant de risques dans la transparence sur ce qu'il voulait faire. C'est un gage de crédibilité. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que c'est vrai que ce qui différencie sans doute ce projet, c'est l'importance que j'accorde à l'éducation, à la formation, à la connaissance. Nous faisons face à une révolution numérique, une révolution de la robotisation, de l'intelligence artificielle, qui va transformer complètement la nature même du travail dans notre pays. Et moi, je veux pouvoir dire à chaque salarié qu'il pourra avoir accès le plus rapidement possible, le plus fréquemment possible, à une formation de son choix pour gagner en qualification. La bataille de la qualification, face à cette révolution digitale, face à toutes ces révolutions technologiques, elle est clé et c'est une question de justice. Pour que le salarié le moins qualifié puisse se dire demain je ne perdrai pas mon job parce que grâce à ce projet je pourrais me former tout au long de la vie de manière plus autonome. C'est pour ça qu'on va y consacrer effectivement une partie parce que c'est très important et cette transformation de notre société. Et pour compléter ce que vous disiez Jean-Hervé Lorenzi, l'observateur de BFM Business, qu'on passait au crible avec un algorithme toutes vos propositions. Emmanuel Le Chypre explique que votre programme va redresser les comptes publics sur 5 ans, réduira le chômage, mais il a toutefois un impact globalement négatif sur la croissance. On va y revenir, mais justement, c'est le premier chapitre peut-être de cette émission, de ce grand oral de l'économie. C'est tout ce qui touche aux comptes publics et au déficit public. J'attendais un petit jingle qui n'est pas venu, c'est pas grave, on poursuit. Alors c'est à vous Patrick Coquidé, grand expert justement. On est un peu dans la course à l'échalote, oui. On va dire, on va faire 85 milliards d'économies, ça c'est votre programme, 12, 10, 110, à un moment on était même jusqu'à 150. Bref, c'est un peu la course à l'échalote, allez-y. Le créneau de Bruno Le Maire est simple, je vous cite, faire mieux pour moins cher. Remarquez, j'attends l'homme politique qui ferait l'inverse. Alors, faire mieux pour vous, c'est des réformes de structure, matière sociale, éducative, améliorer le fonctionnement de l'État, ça c'est un point important, en augmentant quand même les dépenses militaires et de sécurité. Moins cher, c'est réduire les impôts des ménages, 25 milliards à peu près, des entreprises, 10 milliards. Mais vous refusez, je vous cite à nouveau, d'administrer une cure d'austérité aux Français. Je pense que là, il y a François Fillon dans le collimateur. En clair, vous acceptez visiblement de laisser un peu filer les déficits. Enfin, pas de cure d'austérité, mais d'accord, mais vous promettez quand même 500 000 emplois en moins, publics en moins, et 85 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Alors, je pense que c'est quand même le point faible de votre programme, parce que pourquoi vous pouvez faire baisser des dépenses, alors que d'autres, à droite comme à gauche, ont essayé, puis ils avaient aussi la volonté de le faire. Alors, pourquoi ? D'abord, merci de souligner la constance de mes propositions. Parce que là aussi... Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la primaire, certains disaient 110 milliards d'économies, 130, 150, puis tout d'un coup ils ont évolué. Ils ont changé d'avis comme ça, comme on change de chemise. Je pense que quand on veut être chef de l'État, c'est important d'avoir de la constance dans ses propositions. J'ai toujours dit, pas de purge. Et je maintiens, ça rejoint la remarque de Jean-Hervé Lorenzi, avec la situation de la croissance mondiale aujourd'hui, aller trop loin dans la réduction de la dépense publique serait à mon avis une vraie faute politique. Oui. Deuxième remarque,
j'ai le mérite de m'engager sur le financement de cette réduction des dépenses publiques. Tous les chiffres sont documentés. Aucun autre concurrent à la primaire ne documente aussi précisément les économies qu'il fait sur les dépenses publiques. C'est un gage fondamental de la crédibilité du projet. Alors c'est quoi ces réductions de dépenses publiques ? Ça porte d'abord effectivement... Vous êtes oui, mais je vais les policiers, je vais être très précis. D'accord. C'est d'abord les emplois publics. Et j'assume des décisions qui sont des décisions fortes. Prenez les emplois aidés. Droite et gauche confondus, on a choisi le traitement social du chômage depuis des années. On a créé des millions d'emplois aidés, dont la Cour des comptes dit elle-même, c'est des impasses. À la sortie, on ne trouve pas de travail. Eh bien moi, je supprime ces contrats aidés, sauf pour ceux qui sont les plus fragiles, les personnes handicapées ou en situation d'insertion vraiment fragile. Oui, mais 2 milliards d'euros d'économie. Où supprime-t-on les fonctionnaires ? Moi, c'est ça quand même que j'ai envie de savoir. Il y a deux propositions que je fais, qui ont elles aussi le mérite d'être claires et chiffrées. La première, c'est de demander à chaque directeur d'administration centrale d'aller identifier les emplois publics dans la direction dont il a la charge pour les réduire. La charge pour lui de tenir son cap, il tient son cap, il est maintenu en fonction. Vous lui dites, c'est un peu comme la RGPP, vous dites moins 10%, mais parce que je fais confiance au directeur d'administration centrale qui sait mieux qu'un directeur d'administration centrale là où il peut réduire l'emploi public. Et puis, la deuxième proposition que je fais, Dieu sait qu'elle a fait couler de l'encre. Mais je ne sais pas comment on peut faire autrement pour véritablement transformer le rapport entre emploi public et emploi privé dans notre pays. Je propose la suppression du statut de la fonction publique territoriale. Donc je supprime un statut complet parce que je considère qu'il ne répond à aucun motif d'intérêt général. Je considère également qu'il va redonner de la souplesse aux maires. On dit aux maires, on dit aux présidents de régions et de départements, réduisez vos dépenses de fonctionnement. Contrat privé pour tous. Contrat privé, progressivement, quand on part à la retraite, on ne va pas retirer son statut immédiatement à un fonctionnaire territorial. On va lui dire, vous partez à la retraite, vous êtes remplacé par un salarié du privé. Ça redonnera de la souplesse. Mais là, vous faites des économies à long terme, mais pas tout de suite, pas dans les 5 ans. On va en faire immédiatement à chaque départ à la retraite. Et ça va donner, je rajoute ce point qui est capital à mes yeux, une vraie possibilité pour les collectivités locales de réduire les dépenses de fonctionnement. Imaginez qu'aujourd'hui, on dit aux mairies, réduisez vos dépenses de fonctionnement, puis dans le même temps, il y a l'État qui fait un petit cadeau électoral et qui dit « je vais augmenter le point d'indice du fonctionnaire territorial ». Comment voulez-vous que le maire s'en sorte avec un système comme celui-là ? J'ajoute juste sur les réductions de dépenses, pour être très précis, et on peut regarder tout dans le détail, qu'il y a également un volet important sur les dépenses sociales et sur les dépenses de santé, parce qu'il faut être transparent avec les Français. Moi, je préfère leur annoncer la couleur. Je crois à la solidarité. Mais je crois qu'on a été excessif dans les dépenses sociales au cours des années passées. Je pense qu'on peut plus payer une allocation de rentrée scolaire qui ne va pas directement aux enfants, mais qui profite aux parents parce qu'on ne sait pas bien la contrôler. Je pense qu'on peut plus payer une aide médicale d'État qui rembourse intégralement les soins des étrangers en situation irrégulière et qui coûte près d'1 milliard d'euros par an. Olivier Babot. Oui, deux choses. Alors, vous plaidez d'abord évidemment pour une réduction, comme beaucoup des autres candidats, pour une réduction de l'État à ses rôles régaliens, dans lequel vous incluez d'ailleurs l'éducation, ce qui est un choix que tous les libéraux ne feraient pas. Et puis, il y a peut-être une ambiguïté dans votre programme, puisque vous plaidez effectivement pour transformer des emplois de fonctionnaires en emplois privés, ce qui maintient, on pourrait dire, la masse salariale de l'État dans un premier temps, mais qui change un statut, effectivement, peut-être à terme dans un premier temps. Dans quelle proportion, dans quelles limites, dans quelles administrations, effectivement, peut-être à préciser. Et le deuxième point sur lequel il y a peut-être une précision que le lecteur que j'ai été avec grand intérêt. Moi, j'étais comme un enfant lisant un catalogue de jouets à Noël, avec peut-être l'idée derrière que malheureusement, il allait falloir choisir entre toutes ces belles choses. La deuxième idée, c'est la réduction de l'État actionnaire dont vous parlez, et vous repoussez quand même la discussion et la précision de ces éléments-là à plus tard, alors qu'on aurait voulu en savoir plus. Quid de Renault, quid d'EDF, quid des 100 milliards de participation. Voilà, et peut-être en lien aussi avec un point qui est assez absent en réalité de votre rapport au programme, c'est la question industrielle. Un moment d'Alstom, qu'est-ce qu'on fait de l'industrie ? Est-ce que vous considérez que l'État doit intervenir industriellement ? Dans quelle mesure ? Et avec quels moyens ? Alors j'ai peut-être raté ça sur les 1012 pages. Pourtant, je les ai regardées en profondeur. D'abord, ce qui me fait plaisir, et je le dis à vous tous, c'est qu'on discute de fond. Mais c'est l'objectif de ce grand oral de l'économie. Chacun peut regarder à quel point ce projet est abouti. C'est 4 années de travail, c'est des milliers de rencontres avec les Français. Et donc, enfin, on a ce vrai débat de fond. Et je considère que ce projet, il est la garantie que, enfin, dans notre pays, le changement aura lieu. Ma candidature, elle porte cette possibilité d'un vrai changement. Je considère que les autres, justement parce qu'ils manquent de précision, parce qu'ils sont flous dans leurs propositions,
L'un, y compris François Fillon, dont on l'un propose de continuer comme avant. En gros, c'est la même politique, sans réforme de structure, sans changements radicaux. Et puis, il y a un autre candidat qui, lui, avance des chiffres absolument mirobolants, mais dont je vous recommande d'aller les creuser parce que vous verrez qu'ils ne sont pas forcément Bruno Le Maire, documentés. sur ce changement de structure, que ça soit à Bercy ou sur les autres ministères... Je vais répondre à la question d'Emmanuel Babot qui est très importante. D'abord, l'État régalien. Je revendique d'investir dans l'État régalien. Nous avons une menace de sécurité qui est très importante. Je revendique de porter le budget des forces armées de 1,6% de la richesse nationale aujourd'hui à 2% d'ici 2027. Je revendique de revenir aux effectifs de police et de gendarmerie de 2007, car je considère que c'était une erreur de réduire les effectifs de la police et de la gendarmerie. Et je revendique enfin... Et là, on est dans les plus, on n'est pas dans les moins. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on n'a pas de purge et une réduction qui est constante mais raisonnable de la dépense publique. Je revendique aussi d'augmenter le budget de la justice, parce que la justice est dans un état que vous n'imaginez même pas. Quand on visite les prisons, quand on visite les tribunaux de grande instance, quand on voit la situation des greffiers, des magistrats, c'est indigne d'une grande démocratie comme la France. Donc il faut investir aussi dans la justice. Alors, changement de structure pour faire des économies quand même. Changement de structure. Où est-ce que nous allons réduire les effectifs et les personnels? Il est évident que l'un des ministères sur lequel il y aura des efforts à faire, c'est l'éducation nationale. Enfin, personne n'ose l'assumer. Mais moi, je veux transformer en profondeur notre système éducatif. En profondeur, pour passer d'un système éducatif qui a le culte du diplôme, un système éducatif qui permet à chacun de trouver un travail et un emploi. Vous divisez par deux le budget de l'éducation nationale, certainement pas, mais je demande des efforts aux enseignants du collège et du lycée. Je vais être très précis. Oui. Aujourd'hui, un certifié travaille 15 heures par semaine devant les élèves. Je sais bien qu'à côté, il prépare ses cours, il corrige les copies, que c'est beaucoup plus lourd que ça. Je le sais parfaitement, j'ai été enseignant moi-même. Un agrégé de 18 heures par semaine. Eh bien, nous passerons le volume horaire devant les élèves par semaine à 20 heures. À 20 heures. Alors, ça se fera sur la base du volontariat d'abord, pour les nouveaux profs, donc c'est progressif. Je l'assume totalement, on ne va pas prendre les gens de court. Mais vous voyez, voilà une vraie réforme de structure, c'est l'inverse de la politique qui a été menée par la gauche et par François Hollande, 60 000 emplois supplémentaires dans l'éducation nationale. Mais il y en avait besoin peut-être aussi. Non, un système qui continue à faire faillite et dont on dit aujourd'hui, regardez tous les rapports, qu'il ne permet plus à nos enfants de s'élever socialement. C'est ça le vrai scandale du système éducatif français, c'est que celui qui vient d'un milieu modeste, qui n'a pas des relations, qui est dans un établissement qui appartient à un ghetto, ne pourra pas s'élever socialement. Ça, c'est un vrai scandale. Peut-être juste deux questions. Tous les chiffres montrent que la répartition de dépenses entre le collège, le primaire, le secondaire et l'université est quand même, en tout cas pour le primaire et le secondaire, absurde. Est-ce que vous partagez cette sensation, ce sentiment, qu'il faut le faire? On parlera d'éducation peut-être après. Là, mais juste parce que là, on est quand même sur c'est quand même très chiffré. Il s'agit, les gens qui, aujourd'hui, l'école primaire est vraiment là où ça dérape et les choses ne fonctionnent pas. Et deuxième aspect, est-ce que vous êtes pour une plus grande liberté de gestion des établissements? Ça, on verra ça après, si vous voulez bien. Oui, mais la première question, je partage totalement le diagnostic, priorité absolue, plus que le primaire encore, à la grande section de maternelle et au primaire pour apprendre le français. Priorité absolue. Et s'agissant des universités, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais Emmanuel Babot m'en voudrait si je ne répondais pas à sa question sur les taxes. Il nous reste 20 secondes. Alors oui, nous vendrons des participations de l'État dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises stratégiques. Lesquelles? Je ne comprends pas que l'État... Qu'est-ce qui n'est pas stratégique? EDF, Renault? Je considère que Renault, qui est une magnifique entreprise, moi, j'adore les voitures, j'adore Renault, j'adore Peugeot, je suis intarissable sur le sujet des voitures. Mais je ne vois pas pourquoi l'État aurait une participation dans une entreprise automobile. Ça a permis à PSA notamment d'être sauvé. Mais je considère que nos entreprises automobiles sont suffisamment puissantes. On a deux grands dirigeants, M. Tavares et M. Ghosn, qui font un travail de redressement de ces entreprises absolument formidable. C'est deux fleurons de notre industrie. Moi, je suis très fier de Renault et très fier de Peugeot, mais je considère que l'État n'a pas à être actionnaire de ces entreprises. Rapidement, après on marque une pause. Un programme d'économie, pas du tout de vos concurrents, mais de François Hollande en 2014, 50 milliards, il avait annoncé, je ne sais pas vous souvenez, assez documenté aussi. Première année, ça a bien marché. Deuxième année, cette année. Troisième année, ça part en économie. Vous, est-ce que la première année, vous pourrez faire des économies et ensuite, avec le poids des syndicats et autres, vous pourrez continuer 5 ans?
Et vous avez des élections en 2020 aussi. Et c'est bien pour ça que dans les 1000 pages, je précise aussi la méthode. Je propose qu'il y ait, auprès du président de la République, ce qui existe à Downing Street en Grande-Bretagne, une équipe de suivi du contrat présidentiel, dont la seule mission sera de dire, écoutez, Monsieur le Président, c'est très bien, mais là, vous aviez promis une transformation du système de retraite, l'alignement des règles de cotisation du public sur le privé, la suppression de tous les régimes spéciaux. On n'y est toujours pas. Qu'est-ce que vous attendez? Ça n'est pas fait. Vous avez pris un engagement, tenez-le. Une équipe de suivi. C'est pas fait. Je pense qu'avoir une équipe qui vous met l'épée dans les reins en permanence, c'est la garantie que le contrat présidentiel sera respecté. S'agissant des syndicats, un point là-dessus, parce que c'est essentiel dans la méthode. On va y revenir. Moi, je crois au syndicalisme. Et je rends hommage à tous ces responsables syndicaux. Et pourtant, vous avez des propositions très fortes. Tous ces responsables syndicaux qui, juste un tout petit mot là-dessus, qui défendent les intérêts des salariés. Mais je n'aime pas le syndicalisme politique. Et nous supprimerons tout ce qui est la représentativité des syndicats qui datent de 1946 pour laisser à chaque salarié la liberté de se présenter au premier tour des élections professionnelles et défendre les intérêts des salariés, pas des positions politiques. Merci d'avoir fait le lien avec la deuxième partie. Justement, on va parler de votre méthode, de vos ordonnances, parce que vous avez une liste d'ordonnances pour renforcer l'autorité de l'État. Et puis on parlera de croissance et de fiscalité. À tout de suite.